Écoutez attentivement, car ce qui va suivre pourrait bien changer votre vision des autres à jamais. Avant de commencer, rejoignez notre cercle en vous abonnant. Ici, nous décodons les secrets du succès que peu de gens osent partager. Cliquez sur s'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons de pouvoir. Jero de Praz. ISBN 978 281 321 944. Tous droits de reproduction, traduction ou adaptation réservés pour tous pays. www.edition-tredaniel.com. info@guitredaniel.fr. www.facebook.com/édition.tredaniel. Akek. Merci d'être à la fois ma mère et mon père. Et merci pour les sacrifices désintéressés que tu as faits pour tes enfants. Je te suis immensément reconnaissant de m'avoir houspillé maternellement avec tes « trouve-toi un boulot, fiston » qui m'ont poussé à me rebeller contre la médiocrité financière. À Michel Hirsch. Pas sûr que ce livre aurait existé sans tes mots d'encouragement et de soutien lors de nos jeunes années, studio. Et non, je n'ai pas oublié. À la communauté de l'autoroute du millionnaire, www.thefastlandforum.com. Merci pour m'avoir sans cesse rappelé que j'avais un boulot à finir. Avant-propos. La prophétie Lamborghini se réalise. L'autoroute du millionnaire est l'écho d'une rencontre fortuite que j'ai faite il y a longtemps, lorsque j'étais un ado rondelet. Ce fut l'éveil de la conscience de la voie rapide, une résurrection déclenchée par un étranger qui conduisait une voiture mythique, une Lamborghini Countach. L'autoroute était née, et avec elle, ma détermination et la conviction que créer de la richesse ne devait pas nécessiter 50 ans de médiocrité financière engloutie. Sous des décennies de travail, des décennies d'économie, des décennies de frugalité ennuyeuse et des décennies de rendement du marché boursier à 8%. Ce livre fait souvent référence à la marque Lamborghini, mais ce n'est pas pour me vanter que j'évoque le fait que j'en ai possédé plusieurs. La Lamborghini représente l'accomplissement d'une prophétie dans ma vie. Celle-ci a commencé innocemment lorsque j'ai vu ma première Lamborghini. Et que je me suis retrouvé parachuté hors de ma zone de confort. J'ai abordé son jeune propriétaire et posé cette simple question, comment peut-on s'offrir une voiture aussi fabuleuse? La réponse que j'ai reçue, que vous lirez au chapitre 2, a été courte et puissante, mais j'aurais aimé qu'elle soit plus longue. J'aurais aimé que cet homme prenne une minute, une heure, un jour ou une semaine pour me parler. J'aurais aimé que ce jeune étranger me conseille sur la façon d'obtenir ce que je pensais que la Lamborghini représentait, la richesse. J'aurais aimé que cet homme plonge ses mains dans sa voiture et m'en sorte un livre. Nous voici des années plus tard. Alors que je sillonne dangereusement les rues à bord de ma Lamborghini, je revis ces mêmes moments, sauf que les rôles sont inversés. Pour célébrer mon succès sur la voie rapide, je me suis acheté une de ces bêtes de légende, une Lamborghini Diablo. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de conduire une voiture qui coûte plus cher que la plupart des maisons, permettez-moi de vous dire comment ça marche, vous ne pouvez pas faire le timoré. Les gens vous font la chasse sur la route. Ils vous collent, font les curieux et causent des accidents. Prendre de l'essence est toute une affaire, les gens prennent des photos, les écolos vous font les gros yeux, et ceux qui ont la haine font des insinuations sur la longueur de votre pénis comme si avoir une Hyundai sous-entendrait qu'on est bien pourvu. Mais surtout, les gens posent des questions. La plupart des questions viennent des adolescents qui lorgnent la voiture et se montrent curieux, comme je l'étais il y a tant d'années, ouah. Comment vous pouvez vous payer une voiture comme ça? Ou bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Les gens associent une Lamborghini avec la richesse, et si c'est plus une illusion qu'autre chose. N'importe quel imbécile peut se payer une Lamborghini, c'est révélateur d'un style de vie rêvé que la plupart des gens jugent inconcevable. Quand j'entends aujourd'hui cette question que j'ai moi-même posée il y a des décennies, j'ai maintenant le pouvoir de faire cadeau d'un livre, et peut être de faire cadeau d'un rêve. Ce livre est ma réponse officielle. Sommaire. Avant-propos. Introduction. Première partie. Riche et croulant. L'enrichissement lent.
Chapitre 1, la grande du prix. Chapitre 2, comment j'ai envoyé bouler. L'enrichissement lent. Deuxième partie. La richesse n'est pas une route. C'est un voyage. Chapitre 3, en route pour la richesse. Chapitre 4, les feuilles de route pour la richesse. Troisième partie. Pauvreté, la feuille de route. Pour le trottoir. Chapitre 5, la voie la plus empruntée, le trottoir. Chapitre 6, qu'est-ce que la richesse pour vous? Chapitre 7, faites mauvais usage de l'argent et vous en subirez les conséquences. Chapitre 8, les sacrés vénards ont tenté leur chance. Chapitre 9, qui dit richesse dit responsabilité assumée. Quatrième partie. Feuille de route pour la médiocrité, la voie lente. Chapitre 10, le mensonge qu'on vous a vendu. La voie lente. Chapitre 11, le troc criminel, votre travail. Chapitre 12, la voie lente, pourquoi vous n'êtes pas riche. Chapitre 13, un combat futile, les études. Chapitre 14, l'hypocrisie des gourous. De la finance personnelle. Chapitre 15, la victoire de la voie lente, un pari. De l'espoir. Cinquième partie. Richesse, la feuille de route. De la voie rapide. Chapitre 16, le raccourci pour la richesse, l'autoroute. Chapitre 17, changer d'équipe, changer de règles. Chapitre 18, comment les riches deviennent vraiment riches. Chapitre 19, pour être riche, divorcez d'avec le temps. Chapitre 20, recrutez votre armée de combattants pour la liberté. Chapitre 21, la vraie loi de la richesse. Sixième partie. Votre véhicule pour la richesse, vous. Chapitre 22, soyez d'abord maître de vous-même. Chapitre 23, le volant de la vie. Chapitre 24, nettoyez votre pare-brise. Chapitre 25, éliminez les vents contraires qui empestent. Chapitre 26, votre carburant fondamental, le temps. Chapitre 27, changez cette huile sale et frelatée. Chapitre 28, entrez dans la zone rouge. Septième partie. Les chemins de la richesse. Chapitre 29, les routes qui mènent effectivement à la richesse. Chapitre 30, le commandement du besoin. Chapitre 31, le commandement de l'entrée. Chapitre 32, le commandement du contrôle. Chapitre 33, le commandement de l'échelle. Chapitre 34, le commandement du temps. Chapitre 35, la richesse rapidement. Les différentes autoroutes. Chapitre 36, trouvez votre propre voie. Chapitre 37, donnez une destination à votre route. Huitième partie. Votre vitesse, accélérez votre richesse. Chapitre 38, la vitesse de la réussite. Chapitre 39, brûlez le business plan, démarrez. La mise en œuvre. Chapitre 40, les piétons feront de vous une personne riche. Chapitre 41, éjectez les pirates de la route. Chapitre 42, soyez le sauveur de quelqu'un. Chapitre 43, créez des marques, pas des business. Chapitre 44, choisissez la monogamie plutôt que la polygamie. Chapitre 45, rassemblez tous ces outils, donnez un super coup de boost à votre plan pour la richesse. Annexe. Annexe à réflexion de lecteur. Annexe BE les 40 recommandations pour votre style de vie sur l'autoroute. Introduction. Il y a un raccourci qui mène à la richesse. Il existe une route cachée qui mène à la richesse et à la liberté financière, un raccourci époustouflant qui permet d'atteindre la richesse dans l'exubérance de la jeunesse, sans attendre le déclin de l'âge. Et non, vous n'avez pas besoin de vous contenter de la médiocrité. Vous pouvez vivre riche, être à la retraite avec 40 ans d'avance et vivre une vie que la plupart des gens ne peuvent s'offrir. Hélas, ce raccourci est savamment camouflé. Au lieu du raccourci, on vous montre une route qui vous paralyse et vous mène à la médiocrité ou une morne corne d'abondance de stratagèmes financiers destinés aux masses qui sommeillent, une multitude d'obligations qui sacrifient vos rêves les plus fous au profit d'attentes engourdies. 7. Route. C'est la médiocrité financière.
Autrement dit, l'enrichissement lent, la voie lente, ou la richesse en fauteuil roulant. En résumé, voici ce que ça donne. Va à l'école, et de bonnes notes, passe ton diplôme, décroche un bon boulot, économise 10%, place de l'argent en bourse, investis au maximum. Dans ton plan d'épargne retraite, déchire tes cartes de crédit 1 et découpe-les. Bon de réduction. Comme ça, un jour, quand tu auras, 65 ans, tu seras riche. Dans ce diktat, on vend sa vie pour vivre. C'est une longue route, et non, ce n'est pas une route pittoresque. Si la richesse était un voyage sur l'océan, l'enrichissement lent reviendrait à contourner l'Amérique latine par le sud, pendant que celui qui emprunte la voie rapide utiliserait le raccourci le canal de Panama. L'autoroute du millionnaire n'est pas une stratégie statique qui recommande acheter de l'immobilier, soyez positif, ou démarrer un business, mais une formule psychologique et mathématique complète qui craque le code de la richesse et ouvre le passage vers le raccourci. Elle fait ressortir une série de particularités qui rend probable l'indicible, vivez riche aujourd'hui, alors que vous êtes jeune, et des décennies avant l'âge légal de la retraite. Oui, vous pouvez gagner une vie de liberté et de prospérité, peu importe que vous ayez 18 ou 40 ans. Ce que l'enrichissement lent fait en 50 ans, le raccourci de l'autoroute le fait en 5. Pourquoi ne pouvez-vous pas prendre le raccourci? Si vous êtes un chercheur de richesse classique, on peut prédire que votre approche de la richesse se résume à cette question intemporelle, qu'est-ce que je dois faire pour devenir riche? La quête de la réponse, le Graal sacré de la richesse, vous propulse dans un mode de recherche dans lequel vous traquez les stratégies, théories, carrières et combines qui sont censées vous couvrir d'or. Investissez dans l'immobilier. Spéculez sur les taux de change. Devenez footballeur professionnel. Qu'est-ce que je dois faire? Crie le chercheur de richesse. Non, par pitié, arrêtez. La réponse réside davantage dans ce que vous avez fait que dans ce que vous n'avez pas fait. Il existe un vieux proverbe qui a changé plusieurs fois, mais en gros voici ce qu'il dit, si vous voulez continuez à obtenir ce que vous avez, continuez à faire ce que vous faites. Autrement dit, stop. Si vous n'êtes pas riche, arrêtez de faire ce que vous faites. Arrêtez de suivre la sagesse conventionnelle. Arrêtez de suivre la foule et d'utiliser la mauvaise formule. Arrêtez de suivre la feuille de route qui délaisse les rêves et mène à la médiocrité. Arrêtez d'emprunter les routes où les excès de vitesse sont sanctionnés et les déviations innombrables. C'est ce que j'appelle les anti-conseils, et une grande partie de ce livre tourne autour de cela. Ce livre liste environ 300 particularités de la richesse, conçues pour craquer le code de la richesse, vous sortir de votre route actuelle et vous engager sur une nouvelle voie où vous découvrirez le raccourci qui mène à la richesse. Ces particularités sont des panneaux directionnels pour vous, arrêtez d'agir, de penser et de croire comme vous l'avez toujours fait, et vous réorienter dans une nouvelle direction. En substance, vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Votre réalité ne change pas la mienne. Cette section est à l'attention de ceux qui ont la haine. Je présente l'autoroute avec un cynisme impertinent. Dans ce livre, écrit pour vous, je n'y vais pas par 4 chemins, et si j'y exprime des avis très tranchés, au bout du compte, c'est à vous de chercher votre propre vérité. L'autoroute peut vous paraître insultante, offensante, provocatrice, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que l'on vous a appris. Elle contredira ce que vous ont appris vos parents, vos professeurs et vos conseillers financiers. Et, dans la mesure où je profane tout ce que représente la société, on peut être sûr que les esprits médiocres ne seront pas d'accord. Dieu merci, que vous croyez, ou non, en la stratégie de l'autoroute pour la richesse ne change pas ma réalité, cela ne change que la vôtre. Laissez-moi répéter, ce que vous pensez de l'autoroute ne change pas ma réalité. L'objectif est de changer la vôtre. Alors permettez-moi de vous parler de ma réalité. Je vis, non sans bonheur.
Dans une grosse maison qui donne sur les montagnes, dans la belle ville de Phoenix, en Arizona. Il y a, dans cette maison, des pièces dans lesquelles je ne vais pas pendant des semaines. Oui, la maison est trop grande, et c'est là. Une effroyable et longue histoire qu'il vaut mieux oublier. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dû mettre un réveil pour me réveiller chaque jour est un samedi. Je n'ai pas de travail et pas de patron. Je ne possède ni costume ni cravate. Mon niveau de cholestérol est la preuve. Que je dîne bien trop souvent dans des restaurants italiens. Je fume des cigares bon marché. À l'heure actuelle, je roule en Toyota Tacoma quand je travaille, c'est-à-dire quand je vais à la gym ou au supermarché, et une Lamborghini Murcielago Roadster pour le plaisir. J'ai failli mourir en faisant la course avec une Vipé de 750 CV gonflée au protoxyde d'azote. Je fais mes courses à Costco, Coles et Walmart de si je suis dans le coin et qu'il est plus de minuit. Non, je ne vais pas à Walmart en Lamborghini, cela risquerait de perturber l'espace-temps. Les fans de Star Trek en savent quelque chose. Je ne possède pas de montre qui coûte plus de 149 $. J'aime le tennis, le golf, le vélo, la natation, les randonnées, le softball, le poker, le billard, l'art, les voyages et l'écriture. Je voyage quand et où je veux. Mis à part mon prêt immobilier, je n'ai aucune dette. On ne peut pas m'offrir de cadeaux parce que j'ai tout ce que je veux. Le prix des choses en général n'a pas d'importance pour moi, parce que si je veux quelque chose, je l'achète. J'ai fait mon premier million à l'âge de 31 ans. 5 ans plus tôt, je vivais chez ma mère. J'ai pris ma retraite à 37 ans. Chaque mois, je touche des milliers de dollars d'intérêts et de plus-value sur des placements dans le monde entier. Quoi que je fasse, quel que soit le jour de l'année, je suis payé. Et je n'ai pas besoin de travailler. J'ai la liberté financière parce que j'ai craqué le code de la richesse et que j'ai fui la médiocrité financière. Je suis un type ordinaire qui mène une vie extraordinaire. C'est un univers de rêve, mais c'est ma réalité, ma norme, mon écart par rapport à l'ordinaire, où je peux poursuivre mes rêves les plus improbables dans une vie délivrée des contraintes financières. Si j'avais choisi la route préétablie de l'enrichissement lent, mes rêves seraient maintenus en vie de manière artificielle, probablement remplacés par un rythme du type métro-boulot. Dodo après la sonnerie du réveil. Et vos rêves alors? Ont-ils besoin d'être ressuscités? Votre vie est-elle sûre? Une route qui converge avec un rêve, ou en existe-t-il une? Si vos rêves ont perdu leur chance de se réaliser, il est possible que l'enrichissement lent les ait tués. L'enrichissement lent vous demande de manière absurde de troquer votre liberté contre de la liberté. C'est un échange scandaleux et un destructeur de rêves. Autrement, si vous roulez sur les bonnes routes et que vous utilisez la bonne feuille de route, vous pouvez ressusciter vos rêves, les rendre possibles. Oui, si vous roulez sur l'autoroute, vous pouvez créer de la richesse rapidement, envoyer bouler, l'enrichissement lent, et gagner toute une vie de prospérité, de liberté et de rêves réalisés, exactement comme moi. Si vous n'êtes plus dans votre prime jeunesse, ne vous inquiétez pas. L'autoroute se fiche de votre âge, de votre expérience professionnelle, de votre race ou de votre sexe. Elle se fiche de votre zéro en cours de gym en classe. De quatrième ou de votre réputation de buveur de bière en fac. L'autoroute n'a rien à faire de votre diplôme d'une grande école ou de votre MBA à Harvard. Elle ne vous demande pas d'être un sportif ou un acteur célèbre, ni d'être finaliste d'American Idol 3. L'autoroute n'a que faire de votre passé si seulement vous ouvrez la porte de son univers. Enfin, et au risque que ça ait l'air d'un spot commercial de fin de soirée, permettez-moi de clarifier une chose, je ne me considère pas comme un gourou et ne veux pas en être un. Je n'aime pas les gourous, car ils prétendent en général tout savoir. Appelez-moi l'anti-gourou de l'enrichissement lent.
L'autoroute est une école qui dure toute la vie et qui n'a pas de diplômé. Plus de 20 ans après avoir démarré, je reconnais humblement que j'ai encore des choses à apprendre. Désolé, pas de semaine de 4 heures, ici. Pour commencer, soyons clairs, ceci n'est pas un guide pratique. Je ne vais pas vous décrire chaque détail de « comment j'ai fait », parce que ce n'est pas ça qui compte. Ce livre ne contient pas une liste de sites web qui exposent différentes façons de sous-traiter votre vie. La réussite est un voyage, et celui-ci ne peut être délocalisé en Inde avec une semaine de 4 heures, pour reprendre la promesse d'un livre bien connu. L'autoroute du millionnaire est une sorte de route de briques jaunes 4 pavés de psychologie et de mathématiques, qui font pencher la balance de la grande richesse en votre faveur. Dans mon voyage de découverte de l'autoroute, j'ai toujours recherché la formule absolue, infaillible, qui mènerait à la richesse. Ce que j'ai trouvé était des injonctions subjectives et ambiguës, telles que « soyez déterminé » ou « la persévérance paie » ou encore « ce n'est pas ce que vous connaissez, mais qui vous connaissez ». Si ces idées entraient dans la formule, elles ne garantissaient pas la richesse. Une formule exploitable utilise des constructions mathématiques et non des affirmations ambiguës. La richesse a-t-elle une formule mathématique, un code que vous pourriez exploiter pour faire pencher la balance en votre faveur? Oui, l'autoroute vous le révèle. Et maintenant, la mauvaise nouvelle, beaucoup de chercheurs de richesse croient à tort à des livres sur l'argent et pensent qu'une sorte de gourou fera le boulot. Il n'y a pas d'escorte sur la route qui mène à la richesse. Elle est d'ailleurs en construction permanente. Personne ne va vous déposer des millions de dollars sur les genoux, c'est à vous, et à vous seul, de faire la route. Je peux vous ouvrir la porte, mais je ne peux pas vous en faire franchir le seuil. Je ne prétends pas que l'autoroute est facile, c'est dur. Si vous attendez à travailler 4 heures par semaine, vous allez être déçu. Tout ce que je peux être, c'est l'un de ces étranges Munchkin 5 qui brandit un panneau indiquant, par ici, la route de briques jaunes. Cette route, c'est ce que j'appelle l'autoroute, ou la voie rapide. Un café avec un multimillionnaire. J'aborde ce livre sur le ton de la conversation, comme si vous étiez mon nouvel ami et que nous prenions un verre au bistrot du coin. Cela signifie que mon intention est de vous instruire, pas de vous pousser à acheter un séminaire onéreux ou un abonnement à un site web, ni de vous faire passer dans une campagne de marketing. Si je vous traite comme mon ami, rendons-nous à l'évidence, je n'ai pas la moindre idée de qui vous êtes. Je ne sais rien de votre passé, de votre âge, de vos préjugés, de votre conjoint ou de votre niveau d'études. C'est pourquoi je dois faire quelques hypothèses générales pour m'assurer que notre conversation vous paraîtra personnelle. Les voici. Vous regardez votre vie et vous vous dites, il doit y avoir autre chose. Vous avez de grands rêves, mais vous craignez que la route sur laquelle vous roulez ne converge pas vers ces rêves. Vous avez fait ou êtes sur le point de faire des études supérieures. Vous avez un travail que vous n'appréciez pas ou qui ne va pas faire de vous une personne riche. Vous avez peu d'économies et beaucoup de dettes. Vous contribuez régulièrement à un plan d'épargne retraite. Quand vous voyez des personnes riches, vous vous demandez: comment ont-elles fait? Vous avez acheté quelques livres ou programmes sur comment devenir riche rapidement. Vous vivez dans une société démocratique libre où l'éducation et le choix librement consentis sont la norme. Vos parents adhèrent à la vieille école, fait des études et décrochent un bon boulot. Vous n'avez pas de talent physique, vos chances de devenir athlète, chanteur, animateur ou acteur professionnel sont nulles. Vous êtes jeune et plein d'enthousiasme vis-à-vis de l'avenir, mais vous ne savez pas trop vers quoi diriger cet enthousiasme. Vous êtes plus âgé et vous êtes dans la vie active depuis un certain temps. Finalement, il ne ressort pas grand-chose de toutes ces années, et vous en avez marre de toujours repartir de zéro. Vous vous êtes donné corps et âme dans un travail dont vous avez finalement été licencié en raison d'une conjoncture économique défavorable ou d'une compression de personnel. Vous avez perdu de l'argent en bourse ou dans des investissements traditionnels soutenus par des gourous de la finance traditionnelle.
Si certaines de ces hypothèses reflètent votre situation, ce livre aura un impact. Comment est organisé ce livre? À la fin de chaque chapitre, vous trouverez une sous-section intitulée Résumé du chapitre, particularités de la voie rapide, qui résume les caractéristiques de la stratégie de l'autoroute. Ne les ignorez pas. Ce sont les éléments de base qui vous permettront de construire votre voie rapide. 2. Plus, les histoires et les exemples que vous trouverez dans ce livre viennent du forum de l'autoroute, www.thefastlandforum.com et d'autres forums. De finances personnelles. Ces histoires sont réelles et proviennent de personnes réelles ayant des problèmes réels. J'ai changé les noms et modifié les dialogues pour plus de clarté. Enfin, n'hésitez pas à échanger sur le sujet avec des centaines d'autres personnes sur le blog du forum de l'autoroute. thefastlandforum.com, quand l'autoroute aura changé votre vie, prenez le temps de nous dire comment, ou envoyez-moi un email en anglais à mj.demarco@yahoo.com. J'ai mis des années à découvrir et à rassembler les stratégies de l'autoroute. Apprenez-les, utilisez-les, et enfin, gagnez des millions. Oisif, retraité, et oui, toujours jeune avec des cheveux, je vous offre l'autoroute du millionnaire. Attachez votre ceinture, prenez une bonne tasse de café crème. À $10, et que le voyage commence. 1. Les cartes de crédit américaines, contrairement à nos cartes bancaires classiques, mettent à la disposition de son utilisateur une certaine somme d'argent qu'il ne détient pas encore, à rembourser. Selon certaines conditions, les pénalités de retard peuvent être très lourdes. D'où l'intérêt d'en posséder plusieurs, ce qui constitue, pour certains, un risque d'endettement facile. NDT. 2. Entreprises américaines de grande distribution. NDT. 3. Émissions de télé-réalité à succès, adaptées en France sous le titre Nouvelle Star. NDT. 4. Route qui mène au bonheur ou à la réussite, allusion au magicien d'Oz, très célèbre conte américain. NDT. 5. Toujours dans le magicien d'Oz, il s'agit d'une sorte de gnome qui vit au pays d'Oz et vont aider le personnage principal. NDT. Première partie. Riche et croulant. L'enrichissement lent. 1. La grande du prix. La norme, ce n'est pas ce à quoi il faut aspirer, mais ce qu'il faut fuir. Jodie Foster. L'épisode de Ma maison de Starin. Qui n'est jamais arrivé. L'animateur, aujourd'hui, nous rencontrons le jeune Big Daddy Ou. 22 ans, dans son palace de 700 mètres carrés ici sur le littoral ensoleillé de notre belle côte atlantique, en direct de Palm Beach, Floride. Alors, Big Daddy Ou, parlez-nous de vos magnifiques voitures. Big Daddy Ou, ouais, mec, y'a ma Ferrari F430, là-bas, avec les jantes 22 pouces, la Lamborghini Gallardo de ouf, là-bas, avec la stéréo customisée. 10 enceintes, et, pour les soirs où je veux simplement me la couler douce avec les dames, j'ai la Rolls-Royce Arnage qui fait l'affaire. L'animateur, alors, Big Daddy Ou, comment pouvez-vous vous offrir toutes ces superbes voitures? Et cette propriété sur la plage? Vous avez dû en avoir pour plus de 20 millions. Big Daddy Ou, je vais te dire, mec, Big Daddy Ou, il s'est fait un blé de malade avec les FCP2 et le plan d'épargne retraite à son taf. Soudain, on entend le crissement de l'aiguille qui se soulève du disque sur la platine. Silence. Comme vous vous en doutez, jamais un tel scénario ne pourrait avoir lieu. La réponse de Big Daddy est ridicule et risible. Nous avons assez de jugeotes pour savoir que les gosses fortunés de 22 ans ne deviennent pas riches en investissant dans des fonds communs de placement et dans le plan d'épargne retraite de l'entreprise où ils travaillent. Nous savons que les gens qui deviennent riches, jeunes, font partie d'un sous-ensemble unique de la société, sportifs professionnels, rappeurs, acteurs, animateurs et célébrités. Ceux d'entre nous qui n'appartiennent pas à cette partie de la population se retrouvent avec les conseils traditionnels dont nous bassinent les experts financiers. Ça s'appelle l'enrichissement lent et ça se résume, en gros, à ceci, va à l'école, et de bonnes notes, passe ton diplôme, décroche un bon boulot. Investis en bourse,
place un maximum d'argent dans ton plan d'épargne. Retraite, déchire tes cartes de crédit et découpe les bons de réduction. Comme ça, un jour, quand tu auras, 65 ans, tu seras riche. L'enrichissement lent est un jeu perdu d'avance. Si vous voulez devenir riche et que l'enrichissement lent est votre stratégie, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est un jeu perdu d'avance, dans lequel c'est votre temps que vous pariez. Vous croyez vraiment que le type qui habite cette grandiose propriété sur la plage, devant laquelle est garée une voiture de course à 500 000 $, s'est enrichi en investissant dans des fonds communs de placement? Ou en découpant les bons de réduction du supermarché discount du coin? Bien sûr que non. Alors, pourquoi accorder du crédit à cette idée que c'est un chemin légitime qui vous mènera à la richesse et à la liberté financière? Montrez-moi un jeune de 22 ans qui s'est enrichi en investissant dans des fonds communs de placement. Montrez-moi l'homme qui a gagné des millions en 3 ans grâce à son plan d'épargne retraite. Montrez-moi un jeune qui s'est enrichi en découpant des bons de réduction. Où sont ces personnes? Elles n'existent pas. Ce sont les contes de fées de l'impossible. Pourtant, nous continuons à faire confiance à la même vieille bande de coqueluches des médias en matière de finances qui soutiennent ces doctrines. Sur la richesse. Oui, monsieur, trouvez un boulot, travaillez 50 ans. Économisez, vivez de manière frugale sans vous poser de questions. Investissez en bourse, et bientôt arrivera votre jour de liberté, quand vous aurez 70 ans, ou 60 si le marché boursier est clément et que vous avez de la chance. Bon sang, vous ne trouvez pas ça excitant, ce programme financier? Qui vous fait miroiter, la richesse en fauteuil roulant? Dans le climat financier tumultueux d'aujourd'hui, je suis choqué de constater que les gens continuent à croire à ces stratégies. N'est-ce pas la récession qui a révélé l'escroquerie qu'est l'enrichissement lent? Oh, j'y suis, si vous êtes employé pendant 40 ans et que vous évitez les moments où les marchés baissent de 40%, l'enrichissement lent marche. Détendez-vous, travaillez, et espérez que la mort ne vous cueille pas avant. Parce que, sapristi, vous allez être le gars le plus riche de la maison de retraite. Le message de l'enrichissement lent est clair, sacrifiez votre présent, vos rêves et votre vie pour un plan qui paiera des dividendes une fois que l'essentiel de votre vie se sera évaporé. Je ne mâcherai pas mes mots, si votre route de la richesse engloutit toute votre vie active et que le résultat n'est pas garanti, ça craint. Une route vers la richesse, qui dépend de Wall Street et est ancrée dans le temps avec votre vie comme enjeu, c'est un chemin pourri. Pourtant, ce plan tout tracé continue à exercer un pouvoir, recommandé et imposé qu'il est par une légion des experts financiers, hypocrites qui sont eux-mêmes riches non pas parce qu'ils suivent leurs propres conseils mais parce qu'ils roulent sur leur propre autoroute du millionnaire. Les pronostiqueurs de la voilante savent quelque chose qu'ils ne vous disent pas, ce qu'ils prônent ne marche pas, mais le vendre, si. Être riche, jeune, c'est des conneries? L'autoroute du millionnaire ne cherche pas à vous permettre de partir à la retraite, vieux, avec des millions en poche, mais à redéfinir la richesse de sorte qu'elle puisse être synonyme de jeunesse, d'amusement, de liberté et de prospérité. Lisez ce commentaire posté sur le forum de ma communauté. www.thefastlandforum.com. Est-ce que c'est des conneries, tout ça? Vous savez, le rêve d'être jeune et de profiter de la vie, avoir des voitures de rêve, la maison de ses rêves, du temps libre pour voyager et poursuivre ses rêves. Peut-on vraiment échapper au stress de la vie active quand on est jeune? J'ai 23 ans et je suis banquier d'affaires à Chicago, Illinois. J'ai un salaire modeste, et des commissions modestes. Aux yeux de la plupart des gens, j'ai un bon boulot. Je le déteste. Quand je sors en ville, le soir, je vois des mecs qui profitent de la vie. Des gars au volant de voitures de rêve, et je me dis. Ils ont tous au moins 50 balais et les cheveux gris. Une fois il y en a un qui m'a dit, tu sais, fiston, quand enfin tu peux t'offrir un joujou comme ça, tu es presque trop vieux pour en profiter. C'était un investisseur immobilier de 52 ans.
Je me souviens, je l'ai regardé et je me suis dit. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est des conneries. C'est pas possible. Je peux attester que ce ne sont pas des conneries. On peut profiter de la vie. Tout en étant encore jeune. On n'est pas obligé d'être vieux avant de devenir riche ou de prendre sa retraite. Cela dit, la vraie c'est de penser qu'on peut y arriver par la stratégie de l'enrichissement lent, au moins avant d'atteindre son 30e anniversaire. La vraie c'est de croire que la vieillesse vient avant la retraite. La vraie c'est de laisser l'enrichissement lent vous voler vos rêves. Réinventer la retraite pour qu'elle rime avec jeunesse. Quand vous dites « retraite », qu'est-ce que vous voyez? Je vois un vieil homme grincheux assis sous un porche dans un fauteuil à bascule. Je vois des pharmacies, des cabinets médicaux, des déambulateurs et des protections urinaires inesthétiques. Je vois des maisons de retraite médicalisées et des proches débordés. Je vois des vieux, immobiles. Bon sang, je sens même quelque chose de moisi depuis 1971 environ. Les gens partent à la retraite quand ils ont dans les 60 ou 70 ans. Même à cet âge-là, ils ont du mal à joindre les deux bouts et doivent compter sur des systèmes gouvernementaux en faillite rien que pour survivre. D'autres travaillent encore longtemps rien que pour maintenir leur style de vie. Certains n'iront pas jusque-là et travailleront jusqu'à leur mort. Comment est-ce possible? C'est simple. L'enrichissement lent demande la vie entière, et son succès dépend lamentablement de nombreux facteurs sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Investissez pendant 50 ans dans un boulot et une vie chiche, et ensuite, vous pourrez prendre votre retraite, riche, à côté de votre fauteuil roulant et de votre boîte à pilules. C'est pas attirant, ça? Pourtant, des tas de gens se lancent dans ce pari sur 50 ans. Ceux qui réussissent reçoivent la récompense de la liberté financière accompagnée d'une belle merde, la vieillesse. Merci bien. Mais ne vous inquiétez pas, ce qu'on dit, c'est le 3e âge d'or. C'est une blague? D'or pour qui? Si le voyage engloutit 50 ans de votre vie, est-ce qu'il en vaut la peine? 50 ans pour devenir riche, ce n'est pas motivant, et à cause de cela, peu réussissent, et ceux qui y arrivent gagnent la liberté financière au crépuscule de leur vie. Le problème avec ces normes communément admises de la retraite, c'est ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas la jeunesse, on ne voit pas l'amusement, et on ne voit pas l'accomplissement de rêves. Le 3e âge d'or n'est pas du tout d'or, c'est une salle d'attente de la mort. Si vous voulez la liberté financière avant que la grande faucheuse ne frappe à votre porte, l'enrichissement lent n'est pas ce qu'il vous faut. Si vous voulez partir à la retraite, jeune, plein de santé et d'énergie et sans calvitie, il va vous falloir ignorer la feuille de route que la société propose par défaut et qui mène à l'enrichissement lent, ainsi que les gourous qui vous gavent de pâté pour chat. Il existe une autre voie. Résumé du chapitre 1. Les particularités de la voie rapide. L'enrichissement lent exige une longue vie dans un emploi bien payé. L'enrichissement lent est un jeu perdu d'avance, parce qu'il dépend de Wall Street et de votre temps. Le vrai âge d'or de la vie, c'est quand on est jeune, alerte et dynamique. Un MTV Crib, émission de télé-réalité américaine qui fait découvrir aux téléspectateurs des maisons de stars. NDT. 2. Fonds communs de placement. 2. Comment j'ai envoyé bouler. L'enrichissement lent. L'objectif dans la vie, ce n'est pas d'être du côté des masses, mais d'éviter de se retrouver parmi les fous. Marc Aurèle. L'enrichissement lent, ou le tueur de rêves. Lorsque j'étais ado, je ne me suis jamais donné la chance de devenir riche. Jeune. Richesse plus jeunesse, était une équation qui n'avait pas de sens. Simplement parce que je n'avais pas le potentiel physique. Les routes classiques pour parvenir à la richesse pour les jeunes sont concurrentielles et nécessitent du talent, devenir acteur, musicien, animateur ou sportif. Professionnel. Autant de chemins barrés par un grand panneau goguenard qui affichait « Fermé,
Autrement dit, tu peux toujours courir, MJ. Donc, au début de ma vie, j'ai baissé les bras. J'ai abandonné mes rêves. L'enrichissement lent était plus que clair, va à l'école, trouve-toi un boulot, vois moins grand, fais des sacrifices, sois près de tes sous et arrête de rêver de liberté financière, de maisons avec vue sur les montagnes et de voitures extraordinaires. Mais je continuais de rêver. C'est ce que font les adolescents. Pour moi, tout tournait autour des voitures auto. Particulièrement la Lamborghini Countach. Les 90 secondes qui ont changé ma vie. J'ai grandi à Chicago, j'étais gras comme un porc et j'avais peu d'amis. Les filles ne m'intéressaient pas, le sport non plus, je préférais me goinfrer de donuts, vautrer dans un fauteuil poire en regardant des rediffusions de Tom et Jerry. Je n'avais aucune surveillance parentale, ma mère avait divorcé d'eux. Mon père, des années plus tôt, elle m'élevait donc seule, avec mes frères aînés. Ma mère n'avait pas fait d'études et elle n'avait pas de carrière, je doute que travailler dans les cuisines d'un KFC puisse être considéré comme tel. Cela me permettait de m'adonner à mes petits plaisirs, en général, les sucreries et le dernier épisode de l'agence Tourisque. Mes efforts physiques se résumaient au maniement d'un long manche à balai cassé, je l'utilisais à la place de la télécommande qui était cassée, parce que j'étais trop paresseux pour me lever. Et quand je réussissais à bouger, c'était généralement pour aller jusqu'au marchand de glace du coin, une sucrerie. Était une perspective motivante. Ce jour-là était un jour comme les autres, j'étais parti chercher une glace. Tout en réfléchissant au parfum que j'allais choisir, je me dirigeais vers le marchand de glace. Quand je suis arrivé, elle était là. La voiture de mes rêves, là, sous mes yeux, une Lamborghini Countach, rendue célèbre par un film à succès des années 1980, l'équipée du Cannonball. Elle trônait stoïquement le long du trottoir, comme une reine toute-puissante. Tel un adorateur devant son Dieu, je ne pouvais plus en détacher mes yeux, j'étais médusé, et toute idée de glace avait disparu. Je connaissais parfaitement la Lamborghini Countach. J'avais placardé les murs de ma chambre de photos d'elle et je bavais devant elle dans mes magazines automobiles préférés, une ingéniosité diabolique, une vitesse scandaleuse, des portes de vaisseau spatial et un prix inimaginable. Pourtant, elle était là, à quelques mètres de moi, tel Elvis ressuscité. Face à sa pure splendeur tangible, j'étais comme un peintre amateur qui se serait retrouvé devant un vrai Monet. Les lignes, les courbes, l'odeur. J'étais bouche bée depuis quelques minutes quand un jeune homme est sorti de chez le glacier et s'est dirigé vers la voiture. Était-ce possible que ce soit le propriétaire? Non. Il ne devait pas avoir plus de 25 ans. Comme il était vêtu d'un jean et d'une chemise en flanelle trop grande sous laquelle je devinais un t-shirt du groupe Iron Maiden, je me suis dit qu'il ne pouvait pas être le propriétaire. Je m'attendais à un vieux, ridé, grisonnant, dégarni et habillé. Avec 2 saisons de retard. Pas ce genre-là. Punaise, je me suis dit. Et de laisser libre cours à mes spéculations. Comment un jeune comme lui pouvait s'offrir un bolide aussi fabuleux? Bon sang, cette voiture coûte plus cher que la maison dans laquelle j'habite. C'est un type qui a gagné au loto, ça? Ou peut-être un gosse de riche qui a hérité de la fortune familiale. Non, c'est un sportif professionnel. Oui, c'est ça. Soudain, une pensée audacieuse m'a traversé l'esprit, et, MJ, pourquoi tu ne demandes pas au gars ce qu'il fait dans la vie? Pouvais-je? Debout. Sur le trottoir, encore sous le choc, je tergiversais. Enhardi par l'adrénaline qui me submergeait, je me suis retrouvé à avancer vers la voiture presque malgré moi. Au fond de moi, j'entendais la voix de mon frère dire d'un ton railleur, danger, Will Robinson, danger 2. Me voyant approcher, le propriétaire a caché son inquiétude derrière un sourire forcé et ouvert la portière. Ouah! La porte de la voiture s'est ouverte. Vers le ciel, à la verticale, au lieu de glisser sur le côté comme sur une voiture normale.
Cela m'a fait perdre le peu de moyens que j'avais, et j'ai tenté de me ressaisir, comme si les voitures avec des portières futuristes étaient monnaie courante. Je n'ai pas dû dire plus de 20 mots, mais ça m'a paru être un véritable roman. Ma chance était là, et je l'ai saisie. Excusez-moi. Monsieur? Ai-je dit en bafouillant nerveusement, espérant qu'il ne m'ignorerait pas. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Soulagé de comprendre que je n'étais pas un ado délinquant, le propriétaire m'a aimablement répondu, je suis inventeur. Perplexe parce que sa réponse ne correspondait pas à ce que je m'étais imaginé, je me suis retrouvé paralysé parce que les autres questions que j'avais préparées n'avaient plus de sens. Je suis resté là, figé comme la glace que j'étais venu chercher quelques minutes plus tôt. Saisissant l'occasion de s'échapper, le jeune propriétaire de Lamborghini s'est assis au volant, a refermé la portière et mis le moteur en marche. Le puissant rugissement qui en est sorti a retenti dans tout le quartier, alertant toute forme de vie de la formidable présence de la Lamborghini. Que je le veuille ou non, la conversation était finie. Conscient qu'il se passerait peut-être des années avant qu'une telle vision ne se représente, je me suis fait une image mentale de cette voiture mythique que j'avais devant moi. Je suis reparti, transformé par une nouvelle connexion neuronale qui s'était faite dans mon cerveau. Libéré de la célébrité et du talent. Qu'est-ce qui a changé, ce jour-là? J'ai eu la révélation de l'autoroute et d'une vérité nouvelle. Il n'était plus question de la glace que j'étais venu chercher, je ne suis même jamais entré dans le magasin. J'ai tourné les talons et suis rentré chez moi, conscient d'une réalité nouvelle. Je n'étais pas un athlète, je ne savais pas chanter, je ne savais pas jouer, mais je pouvais devenir riche sans être célèbre ou sans avoir un talent physique. À partir de ce moment-là, les choses ont changé. La rencontre autour de la Lamborghini a duré 90 secondes, mais elle m'a apporté de nouvelles convictions, de nouvelles directions et de nouveaux choix pour toute la vie. J'ai décidé qu'un jour, j'aurais une Lamborghini, et ce, alors que je serais encore jeune. Je ne souhaitais pas attendre ma prochaine rencontre, ma prochaine expérience fortuite et mon prochain poster, je la voulais pour moi. Oui, adieu le manche à balai, j'allais enfin bouger mon gros cul. À la recherche de l'autoroute du millionnaire. Après la rencontre de l'homme à la Lamborghini, je me suis mis à étudier consciencieusement les jeunes millionnaires qui n'étaient ni célèbres ni physiquement talentueux. Mais tous les millionnaires ne m'intéressaient pas. Seulement ceux qui menaient une vie riche et extravagante. Cette enquête m'a amené à étudier un nombre limité de personnes obscures, un petit groupe de millionnaires qui répondaient aux critères suivants. 1. Ils avaient un train de vie de riche et pouvaient se le permettre. Je ne voulais pas entendre les histoires de millionnaires chiches issus de la classe moyenne. 2. Ils devaient être relativement jeunes, moins de 35 ans, ou ils devaient avoir acquis leur richesse rapidement. Je n'étais pas intéressé par les personnes qui avaient passé 40 ans de leur vie à bosser et à faire des économies de bout de chandelle pour parvenir à amasser des millions. Je voulais être riche, jeune ou pas vieux. 3. Ils devaient s'être fait tout seuls. J'étais fauché. Ceux qui étaient nés avec une cuillère en argent dans la bouche grâce au loto du sperme gagnant n'étaient pas invités dans mon laboratoire. 4. Leur richesse ne devait pas être due à la célébrité ou au talent physique, ils ne devaient pas être des sportifs professionnels, des comédiens, des chanteurs ou des animateurs. Je cherchais des millionnaires qui auraient débuté comme moi, des individus lambda, sans don ni talent particulier, qui étaient pourtant parvenus à percer. Tout au long du lycée et de l'université, j'ai étudié religieusement cette variété de millionnaires. J'ai lu des magazines, des livres et des journaux. Et j'ai regardé des documentaires sur des hommes d'affaires couronnés de succès, tout ce qui me donnait un aperçu de ce petit monde restreint de millionnaires, je l'avalais. Hélas, cet entrain pour découvrir le secret de l'enrichissement rapide ne m'a pas donné ce que j'espérais. J'étais la cible rêvée des publicités de fin de soirée à la télévision, crédule, déterminé et armé d'une carte de crédit. Je
Gobet tout, de là, petite annonce, au magnate de l'immobilier asiatique avec ses vampes en bikini. Rien ne m'a apporté la richesse, et malgré ce que promettaient les publicités alléchantes, aucun top modèle à la poitrine plantureuse ne s'est jamais matérialisé. Alors que j'assouvissais ma soif de connaissance et que j'enchaînais patiemment petit boulot sur petit boulot, mes recherches m'ont permis de découvrir certains dénominateurs communs remarquables. J'étais convaincu d'avoir trouvé tous les éléments permettant d'arriver à l'autoroute du millionnaire et à la richesse sans être célèbre. J'étais décidé à devenir riche. Jeune, et le voyage commencerait une fois que j'aurais eu mon diplôme. J'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait, les obstacles sur la route, les détours et les erreurs. Résister à la médiocrité. J'ai achevé mes études à l'université de Northern Illinois avec un double diplôme de commerce. 5 années de lavage de cerveau pré-emploi. Couronné par la remise des diplômes. Pour moi, l'université était un endoctrinement pour faire de nous des employés robots, un mariage insatisfait entre toute une vie de boulot et de patron et moi, à être surchargé de travail et sous-payé en retour. Mes amis décrochaient de bons boulots et s'en vantaient. Je travaille pour Motorola. J'ai été pris chez Northwestern Insurance. Hertz m'a embauché comme responsable de la formation. Si j'étais content pour eux, mes amis étaient tombés dans le mensonge de la voie lente. Moi? Merci, mais non, merci. Je m'évertuais à éviter la voie lente comme la peste bubonique. Mon idée était de trouver la voie rapide, de me retirer riche et de prendre ma retraite jeune. Obstacles, déviations et dépression. Malgré toute ma confiance, les quelques années qui ont suivi ont été affreusement loin de répondre à mes attentes. Je vivais avec ma mère, alors que je me lançais dans toutes sortes de business, les uns après les autres. Le succès n'était pas au rendez-vous. Chaque mois, c'était quelque chose de différent, des vitamines, des bijoux, un pseudo-programme prometteur de marketing, clé en main, trouvé au dos d'un magazine de business, ou encore, un boulot loufoque de marketing de réseau à grande distance. J'avais beau travailler dur, mon record d'échecs grossissait, au même titre que mes dettes. Les années passaient, et la folie fermentait, parce que j'étais forcé de prendre une série de petits boulots nuls qui avilissaient mon ego. Commis serveur dans un restaurant chinois, oui, il y a des cafards à l'arrière. Ouvrier à la journée dans les quartiers pauvres de Chicago, livreur de pizza. Livreur de fleurs, coursier, chauffeur de limousine, livreur de journaux le matin pour le Chicago Tribune, vendeur de sandwichs chez Subway, ce qu'il ne faut pas faire, commis inventaire chez Sears, au rayon rideau. Flippant, collecteur de dons pour une association caritative et peintre en bâtiment. Le seul truc pire que ces boulots et leur paie minable? Les horaires. Pour la plupart il fallait se lever avant l'aube, 3 ou 4 heures du matin, s'il y avait le moindre horaire infernal, vous pouvez être sûr que j'y avais droit. 5 ans d'études supérieures couronnées de succès pour vivre comme un producteur de lait. Bon sang, j'étais tellement fauché que je me suis prostitué auprès d'une femme d'un certain âge pour pouvoir payer le cadeau de mariage de mon meilleur ami. Oui, les cougars rôdaient dans les années 1990. Pendant ce temps-là, mes amis avançaient dans leur carrière, ils avaient droit à leurs 4% d'augmentation tous les ans. Ils possédaient maintenant leur Mustang ou leur Acura et leur maison de ville de 120 mètres carrés. Ils semblaient satisfaits et menaient la vie pleine d'espoir que la société leur avait tracée. Ils étaient normaux, et moi pas. À 26 ans, je suis tombé en dépression, mes affaires ne roulaient pas toutes seul, et moi non plus. La dépression saisonnière s'attaquait à mon mental. Déjà mis à mal. Le temps morne, gris et pluvieux de Chicago me faisait rêver d'un lit bien chaud et de pâtisseries appétissantes. On dit que le soleil vient avant la réussite, alors c'est vrai, je ne réussissais pas grand-chose. Lassé de ces boulots pour élèves en décrochage scolaire, j'avais du mal à sortir du lit le matin, et le doute est devenu mon lot quotidien. Physiquement, émotionnellement et financièrement épuisé par mes échecs, je savais que mes
Résultat n'était pas représentatif de qui j'étais vraiment. Je savais qu'il existait une autoroute pour la richesse, mais je n'arrivais tout simplement pas à la prendre. Qu'est-ce que je ratais? Qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer? Après toutes ces années de recherche et d'études, plus un placard plein de livres, de magazines et de vidéos pour un démarrage rapide, je n'étais pas encore sur la voie de la richesse. J'avais calé sur le trottoir, et l'autoroute n'était nulle part en vue. Plongé dans ma dépression, j'ai cherché des échappatoires, mais plutôt que la drogue, le sexe ou l'alcool, je me suis perdu dans les livres et j'ai continué à étudier les millionnaires qui n'étaient pas des célébrités. Si je ne pouvais pas connaître la réussite, je pouvais m'échapper dans la vie de ceux qui la connaissaient en me plongeant dans des autobiographies de riches, des histoires de réussite et autres contes de faits de personnes qui avaient réussi en partant de rien. Mais les choses sont allées de mal en pis. Mon entourage a commencé à me lâcher. La femme qui partageait ma vie depuis longtemps a décrété « Tu n'as aucune détermination ». Elle avait un boulot sûr dans une agence de location de voitures, mais on se disputait parce qu'elle faisait des horaires impossible pour 3 francs 6 sous, un salaire astronomique de 28 000 $. Ce à quoi elle répondait factuellement, à juste titre, « Tu n'as pas de boulot. Tu rapportes 27 000 $ de moins que moi, et pas un de tes business ne marche. » C'était une fine mouche. Notre relation s'est achevée quand elle a commencé à se faire draguer par un cadre de la radio. Et puis il y avait ma mère. Les premières années qui ont suivi mes études. Elle me fichait la paix, mais après il y a eu les échecs et les boulots débiles. J'ai imploré sa patience et soutenu, pour ma défense, que la création de richesse pour un entrepreneur sur la voie rapide se faisait selon une courbe exponentielle ou alors que ceux qui ont des boulots tout à fait normaux sont sur une courbe linéaire. Hélas, peu importait que mes graphiques et mes diagrammes soient super, ma mère avait perdu la foi, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Envoyer un homme sur Mars paraissait plus prometteur. Ses recommandations ont émoussé mon élan. Au moins Vigne